Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Comme si, l'avant-dernier de la série sur le modèle Cray. Alors l'épisode du jour finalement est presque là où je voulais en venir, ou plutôt là d'où j'ai démarré. Ouais non, c'est pas très clair ça. En vérité, les développements que je vous ai présentés dans les épisodes précédents sont venus après. Au départ, le modèle Cray a été une tentative de réfléchir à l'évaluation de la gravité d'un psychotraumatisme. Pourquoi? Parce que en tant que thérapeute, je m'étais rendu compte, et on était nombreux à faire ce constat, qu'il n'était pas évident de trouver un moyen pertinent d'évaluer la gravité du traumatisme et les directions thérapeutiques qu'on allait donner. C'est-à-dire, je m'explique, il y avait en gros deux façons de s'y prendre. Certains évaluent la gravité du traumatisme en fonction de la gravité des symptômes du stress post-traumatique. Mais rapidement, quand on est clinicien et quand on est thérapeute, et notamment quand on a des moyens thérapeutiques qui aident, comme certaines thérapies, comme l'hypnothérapie, etc., on se rend vite compte que c'est pas une évaluation extrêmement pertinente. Pourquoi? Parce que parfois il y a des personnes qui ont des symptômes extrêmement importants, extrêmement bruyants, comme on dit en médecine, avec beaucoup de symptômes très douloureux, très difficiles, et pourtant, en une séance, deux séances, peu de séances, on arrive à une amélioration extrêmement importante. A l'inverse, il y a des gens qui ont des symptômes beaucoup moins forts, beaucoup moins flagrants, beaucoup moins visibles et beaucoup moins outranciers, mais ces petits symptômes restent gênants longtemps, et parfois, même avec tous les efforts du monde, en psychothérapie, on a des fois plus de temps avant d'arriver à un résultat satisfaisant. Donc finalement, tout existe, hein. Il y a aussi des gens qui ont des symptômes très forts et on met du temps, et des gens qui ont des symptômes plutôt faibles et puis ça va très vite, mais dans tous les cas, il me semblait, et je suis encore une fois pas le seul, c'est rarement des réflexions que j'ai fait tout seul, mais aussi un agglomérat de théories et aussi de témoignages, qu'une approche centrée sur le nombre de symptômes, la quantité de symptômes, la gravité de symptômes, finalement ne nous disait pas grand-chose sur les capacités de résilience et sur la capacité de la thérapie à être efficace rapidement. Donc, c'était pas très satisfaisant. L'autre moyen d'évaluer la gravité entre guillemets d'un traumatisme, c'est l'approche courante qui consiste à évaluer la gravité d'un traumatisme en fonction de la gravité de l'événement. Alors, on remarquera d'ailleurs que c'est l'approche également juridique, c'est-à-dire notamment en France, par exemple, prenons l'exemple des agressions sexuelles, il y a quand même une distinction en France entre agression sexuelle et viol. Je rappelle que l'agression sexuelle, c'est toute atteinte sexuelle commise par contrainte, violence, menace ou surprise, et ça c'est un délit qui se juge au tribunal correctionnel, et il y a le viol qui, selon la loi, est une pénétration sexuelle commise par contrainte, violence, menace ou surprise, et qui donc est un crime et qui se devrait d'être jugé en cour d'assises. Je dis se devrait parce que bien sûr on sait qu'il y a beaucoup de correctionnalisation des affaires pour tout un tas de raisons, certaines plutôt bonnes comme le fait d'accélérer les démarches, certaines moins bonnes parce que ça peut donner aussi parfois l'image d'inférioriser, de diminuer la gravité du crime commis. Mais peu importe, ça c'est un autre débat. Tout ça pour dire que l'état d'esprit de la loi, c'est de dire qu'en fonction de l'acte commis, et en fonction des circonstances aggravantes aussi de l'acte commis, si c'est commis sur un mineur, si c'est commis sur quelqu'un sur qui on a autorité, si c'est commis en réunion, si c'est associé avec d'autres actes de violence, eh bien on augmente la gravité, en quelque sorte, de ce qui s'est passé. Alors juridiquement, ça s'entend très bien sur la responsabilité de l'acte de l'agresseur, mais du côté de la victime, il n'est pas certain, et c'est pas toujours vérifiable cliniquement, que la gravité de ce que la personne a subi soit complètement prédictrice de la capacité qu'elle a de s'en sortir, parce qu'on voit bien entendu des exemples qui vont dans ce sens-là, et puis il y a aussi des contre-exemples. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui ont subi des actes qui seraient légalement, si vous voulez, d'une gravité extrême, avec je sais pas, des viols en réunion, avec des tortures, enfin des choses, imaginons, très gravissimes, et on est de nombreux thérapeutes, hélas, à avoir eu à soigner des personnes qui avaient des symptômes très douloureux, euh, et qui pourtant vont avoir des très bons résultats avec la psychothérapie, qui pourtant vont arriver à s'en remettre étonnamment, à leur grand étonnement et parfois à notre étonnement aussi, qui vont arriver à aller mieux relativement rapidement. Et parfois,
on a des personnes qui ont subi un traumatisme qui officiellement, légalement, apparemment, semble, je mets beaucoup de guillemets, hein, bien sûr, je parle des faits, je parle du juridique, apparemment semble moins grave, et pourtant, ils ont beaucoup plus de mal à le dépasser, et donc finalement, j'avais fini par me dire aussi que imaginer la gravité d'un trauma en fonction de la gravité de l'acte qui a été commis n'est pas toujours très pertinent. Par exemple, imaginons quelqu'un qui aura subi des violences dans un cadre familial, et quelqu'un qui aura subi des violences dans un cadre dans la rue, par exemple. Peut-être on pourrait penser qu'étant donné qu'il y a une dimension relationnelle et familiale, et bien finalement, quand ça s'est passé dans un cadre familial, c'est plus grave, plus difficile, plus douloureux, moins évident de s'en remettre. Et inversement, quand ça a été par un inconnu, alors ça peut être vrai, mais il y aura toujours des contre-exemples. Il y aura toujours des personnes pour dire, mais finalement, avec une thérapie familiale, avec une approche systémique, ça s'est réglé plus vite que ce que je pensais, alors que cette approche de violence par un inconnu total, finalement, a été plus difficile à encaisser pour d'autres patients. Donc, il y a toujours des exemples et des contre-exemples, et on se rend compte que aussi bien la gravité des symptômes que la gravité de l'acte commis n'est pas forcément prédictrice. Cette réflexion a commencé alors que je me disais que le modèle centré sur la gravité des symptômes et le modèle centré sur la gravité des actes commis n'étaient pas des modèles 100% pertinents pour définir la gravité du trauma lui-même. Bref, tout ça pour dire que la genèse des idées du modèle CRES, ça a été d'abord pour essayer de réfléchir à quelque chose de pertinent pour décrire de façon simple la constitution d'un traumatisme et la gravité d'un traumatisme, et pour pouvoir l'évaluer, mais aussi comment se sécuriser pour éviter du traumatisme. Donc ce qui est intéressant, alors à la fois pour mes collègues thérapeutes qui regarderaient la vidéo, c'est de pouvoir évaluer la gravité d'un trauma, de pouvoir mettre en place des choses pour éviter la constitution de traumatisme, notamment dans des situations traumatiques, des situations traumatogènes, par exemple les urgences, le bloc opératoire, les annonces de diagnostic, etc. sont des situations qui dans les hôpitaux sont traumatogènes. Aussi comment aider les personnes qui viennent de subir quelque chose qui serait potentiellement un traumatisme pour éviter que ça ne le soit, et puis aussi pour tout un chacun de savoir comment on retrouve de la sécurité, comment on évite d'être traumatisé un petit peu par les événements de la vie, et comment ça se constitue finalement un traumatisme. Alors non pas sur le plan un petit peu mécanique et neurologique comme on l'avait vu dans la vidéo sur la constitution du trauma, mais un petit peu psychologiquement comment le traumatisme nous attaque. Alors ce que vous allez constater, c'est que si le développement de l'être humain et la constitution de notre sécurité intérieure se fait du bas vers le haut du schéma, en revanche, le psychotraumatisme nous attaque du haut vers le bas du schéma. Donc la sécurité se construit de bas en haut et l'attaque du trauma se déroule de haut en bas. C'est-à-dire, comment ça se passe concrètement ? Quand un événement nous agresse, quand quelque chose ou quelqu'un nous attaque, la première chose à laquelle il s'attaque, c'est à nos intentions, c'est à nos valeurs, c'est à notre identité d'être humain. C'est-à-dire si quelqu'un est agressé, eh bien clairement on lui a nié son intention, il n'avait pas envie que ça se passe comme ça, on a nié son consentement, on a nié sa qualité d'être humain, puisqu'on l'a considéré juste comme une source de quelque chose à voler, ou si c'est une agression sexuelle par exemple, on a nié que c'était une personne, c'est simplement vu comme un objet sexuel ou un objet de désir dans les yeux de l'agresseur. C'est notre identité d'être humain, ou une partie de notre identité d'être humain qui est momentanément niée. Donc par exemple, dans je sais pas, un traumatisme qui serait une catastrophe naturelle ou un attentat, j'ai l'impression de ne plus exister en tant que personne. Je suis un objet du destin. Je suis un objet de l'événement. Je n'existe pas en tant que personne. Je n'ai pas d'avis à donner. Il peut y avoir des traumatismes dans lesquels, à ce niveau-là, grâce à nos intentions, on peut en quelque sorte rebondir. On peut s'affirmer pour éviter que les choses s'aggravent. Je prends un exemple, par exemple, d'une patiente qui était stagiaire dans une entreprise et un beau soir, pour fêter un contrat qu'ils avaient signé avec un gros client, ils font une fête. Et elle a très bien réussi son stage qui touche bientôt à sa fin, elle est très contente, elle s'habille bien, elle boit un peu, elle danse sur la table, elle s'éclate. Et puis le lendemain matin, son chef, son maître de stage, lui fait explicitement la tête, il lui fait des remarques un peu agressives, elle va le voir pour lui demander qu'est-ce qui se passe, est-ce qu'il y a un problème, et il lui laisse entendre que, entre guillemets, vu la manière dont elle était habillée, vu la façon dont elle s'était comportée,
il s'attendait à autre chose, il pensait que c'était une façon de faire des avances. Ce qu'elle a très mal pris, et elle lui a dit. Elle s'est énervée contre lui en lui disant « Mais ça va pas ou quoi? C'est pas parce que je m'habille comme ça qu'il faut croire tout de suite que tout est permis, tu t'es pris pour qui, etc. etc. » Je dirais que en faisant ça, il passe outre son consentement explicite, il ne voit en elle qu'un corps, il ne voit en elle qu'une espèce d'intention qu'il interprète, et elle rebondit en affirmant son intention, en affirmant son identité de femme et en lui disant mais la manière dont je suis habillée n'a rien à voir. Voilà, c'est la même chose, on va dire, quelqu'un qui se ferait... j'ai assisté à cette scène dans le métro, par exemple. Apparemment, on était tous serrés dans le métro. Quelqu'un a eu un geste très déplacé sur une jeune femme. Il lui a mis une main aux fesses, en gros, et tout de suite, elle lui a crié dessus en lui disant « Non mais ça va pas ou quoi? Pour qui tu t'es pris ?» En quelque sorte, elle lui dit à travers ça qu'elle reprend son identité d'être humain, qu'elle n'est pas qu'un corps, qu'elle n'est pas qu'un morceau de corps et qu'il ne faut pas se comporter comme ça. Donc il peut arriver des cas où, à ce stade-là, on peut en quelque sorte rebondir pour se réaffirmer. Ça va assez rarement constituer un traumatisme grave à ce stade, ça peut constituer un mauvais souvenir, un souvenir désagréable, qu'on peut travailler en thérapie, qui peut être dépassé et qui constitue un mauvais souvenir. Mais il arrive bien sûr des fois, et ça va être le cas dans la plupart des traumatismes, où on ne peut pas rebondir sur les intentions. Je le disais, s'il y a une catastrophe naturelle, oui, elle nous attaque dans notre intention de continuer à vivre, elle nous attaque dans notre identité d'être humain, on a l'impression d'être plus qu'un pion, un objet qui pourrait comme ça mourir, disparaître du jour au lendemain. Si on est agressé dans la rue par un voleur, par un violeur, on n'est plus qu'un objet qui sert une fin qui n'est pas la nôtre. Et donc finalement, on est agressé et on est nié dans nos intentions, de notre identité, dans nos valeurs, et on ne peut pas rebondir là-dessus. Quand on ne peut pas rebondir sur le plan des valeurs, on va arriver au niveau d'en dessous, on essaye de rebondir sur le plan de l'action, c'est-à-dire qu'on essaye d'agir. Quand on le peut, on va essayer d'agir. On va crier, s'enfuir, se battre, faire quelque chose. De façon intéressante, on peut aussi vivre un traumatisme quand on constate quelque chose, par exemple, assister à un accident, voir des gens se blesser ou mourir, peut être un sujet de traumatisme. Et à ce sujet, il y avait une étude intéressante qui avait montré que lors d'un carambolage, par exemple, avec des victimes, eh bien, les personnes qui avaient pris l'initiative d'appeler les secours avaient moins de syndrome de stress post-traumatique que les personnes qui n'avaient pas appelé les secours. C'est-à-dire que le fait d'agir dans ces moments-là est une aide à être moins traumatisé et en fait à moins descendre les étages du modèle Cray. Plus on les descend et plus le traumatisme est grave. Il existe des personnes qui vivent des situations traumatogènes régulières et qui ont l'habitude de se défendre du trauma justement parce qu'ils peuvent agir. Et c'est quand même beaucoup le cas dans ce qu'on constate avec les policiers, les pompiers, évidemment dans notre domaine médical, ça va être les médecins urgentistes, les médecins du SAMU, les infirmiers, les personnels soignants des situations urgentes et graves. En général, ce qui les aide à tenir, par rapport à toutes les difficultés, voire les horreurs auxquelles ils assistent, c'est de savoir qu'ils peuvent agir. C'est très important en général pour eux de savoir qu'ils peuvent faire quelque chose et ne rien pouvoir faire, être impuissant dans une situation, est quelque chose qui est très très difficile et très douloureux quand on ne peut pas rebondir justement sur le monde de l'action. Beaucoup de gens psychotraumatisés disent qu'une des choses qui a entraîné une souffrance, c'est cette impression, parfois fausse, mais c'est une impression de dire je n'ai rien pu faire. Je n'ai rien pu faire, j'aurais dû, j'aurais pu, j'aurais aimé plus pouvoir agir. Alors souvent en fait ils ont beaucoup plus agi qu'ils ne se rappellent, souvent ils ont beaucoup plus fait qu'ils ne croient avoir fait, mais cette sensation d'impuissance, potentiellement, peut aggraver le potentiel traumatique d'un événement. Il peut arriver des situations où, soit parce qu'on est bloqué physiquement, soit qu'on est dans l'incapacité de le faire, soit qu'on est bloqué psychiquement parce qu'on est dans une relation d'emprise, soit parce que les événements nous dépassent, etc. Il peut arriver des cas où on ne peut pas rebondir sur le monde de l'action. Quand on ne peut pas rebondir sur le monde de l'action, on va essayer de rebondir sur le monde de la relation. On va essayer de chercher de l'aide quelque part. Si on n'arrive pas soi-même à agir, on va demander de l'aide à d'autres, voire même après l'événement traumatisant. Il y a des personnes qui vont se remettre d'un traumatisme en disant « c'était très dur, j'ai rien pu faire, c'était vraiment terrible, mais quelqu'un m'a aidé ». Mais un policier, par exemple, a retenu ma plainte. J'entendais un témoignage récemment d'une femme maltraitée qui a été
très sensible au bout d'un moment, après des plaintes qui ont été refusées, etc. Et elle a été très sensible aux paroles et aux regards et à l'acceptation d'un gendarme qui lui a confirmé, quelque part, que ce qu'elle vivait était absolument pas normal, qu'elle pouvait y faire quelque chose. Donc ça a été important pour elle, cette relation qui a été une source de pouvoir rebondir, une source de résilience, de début de reconstruction de soi après des événements violents et très traumatisants. Il peut arriver que les relations défaillent, que les relations, au lieu de nous sécuriser, finalement, aggravent le potentiel traumatique. Et ça, c'est souvent le cas quand le traumatisme est en lien avec l'agression d'une personne, et souvent l'agression d'une personne qu'on connaît. C'est-à-dire que ça, on voit assez clairement que souvent, pas toutes les fois, mais quand même souvent, des événements traumatisants qui impliquent une personne humaine qui a infligé le traumatisme sont souvent plus délabrants et plus difficiles pour les gens. Une catastrophe naturelle, parfois on peut se dire j'étais au mauvais endroit, au mauvais moment, il s'est passé quelque chose de terrible sur lequel je suis totalement impuissant et sur lequel je ne pouvais rien faire. Mais quand une personne humaine vous a regardé et infligé quelque chose, comme c'est le cas dans les situations de torture par exemple, ou de traumatisme de ce genre, ça ajoute une dimension au traumatisme. De savoir comment cette personne a pu voir qu'elle avait un être humain en face et ne pas le considérer en tant qu'être humain et infliger ça. Bien entendu, hélas, dans les situations de violence intrafamiliale, voire de violence sexuelle intrafamiliale, là, il y a ce tiers, cette personne qui est censé être sécure, qui est censé me protéger, me sécuriser, qui m'agresse. Et c'est tellement important les tiers sécures que souvent on va essayer de voir une autre personne. Si une personne de la famille est l'agresseur, des fois on va essayer de trouver refuge chez une autre personne de la famille pour nous aider, une autre personne qui pourrait servir de tiers sécure. Et la défaillance de ce tiers sécure peut être aussi dommageable. Si on va voir un autre membre de la famille en disant « tu sais, il m'a fait ça », et que l'autre personne de la famille ne nous écoute pas, ne nous aide pas, ne nous croit pas, c'est beaucoup plus difficile de rebondir à ce moment-là, et on va chercher des relations sécures, souvent ailleurs, et les aides peuvent venir parfois d'endroits inattendus, ça peut être un ami, un cousin, un parent, un prof, un flic, des gens qui ont cru en nous, des gens qui ont aidé à nous reconstruire, les gens qui s'intéressent beaucoup au trauma et à la résilience, par exemple Boris Cyrulnik parle de tuteurs de résilience et l'importance que ça peut avoir d'avoir des tuteurs de résilience, des personnes ressources, des tiers sécures qui nous aident à rebondir. Il peut arriver que les tiers sécures défaillent et là on se retrouve carrément au niveau corporel, la sécurité de notre corps est tellement atteinte qu'il y a cette crainte finalement de mourir. Parfois c'est quelque chose qui a été l'ultime limite et parfois quand il y a ces défaillances des tiers sécures, on arrive carrément au niveau du corps, et là on est dans les atteintes assez graves, où parfois la notion de survie a été l'ultime limite, où parfois on va avoir des symptomatologies dans lesquelles les gens, comme un symptôme de leur trauma, finalement vont porter atteinte à leur propre corps, et donc ce que je voulais vous dire finalement avec cette histoire de modèle CREA, c'est que plus on descend dans les étages, et le modèle semble assez bien se vérifier en pratique clinique, je dis ça pour les thérapeutes, mais pour les autres, ça semble assez bien se vérifier dans la façon dont se constitue un psychotraumatisme et dont les couches successives de personnalité sont atteintes et sont blessées dans le cadre d'un psychotraumatisme de plus en plus grave. Donc on pourrait dire que quelque part on a les mauvais souvenirs, puis les psychotraumatismes authentiques, et on arrive même dans les niveaux les plus bas, quand l'aspect relationnel est touché, parfois à des réorganisations de la personnalité autour du psychotraumatisme, on pourrait dire des réorganisations traumatiques de la personnalité, et qui peuvent se soigner, bien entendu, heureusement, ça c'est la bonne nouvelle, c'est que le traumatisme ça se soigne, mais qui demande un travail parfois un peu plus important. Je vous recommande, si vous voulez une illustration, d'aller voir une vidéo que j'ai mise dans la description, qui est le témoignage de Céline Raphaël. Regardez ce témoignage, écoutez-le attentivement, et puis revenez voir la suite de la vidéo après. Voilà, j'espère que vous êtes allé voir ce témoignage. Ce qui est très intéressant dans ce qu'elle raconte, au-delà de ce qu'elle y dit et du côté très, très poignant, émouvant et
et hallucinant de ce témoignage, c'est que je trouve qu'il illustre un petit peu, si vous voulez, cette aggravation progressive du trauma au travers du modèle CRES, c'est-à-dire que effectivement la première chose qui est atteinte, c'est son identité, son intention, son identité d'enfant finalement, on la met dans un entraînement qui ne correspond pas à ce qu'elle est, son intention, c'est pas son intention, c'est l'intention de quelqu'un d'autre qui lui est substitué, et cette intention passe au-dessus de tout, passe au-dessus de son identité d'enfant, on ne se comporte pas avec elle comme avec une enfant. Le niveau des actions est très atteint, on l'empêche de faire, on contraint son monde, on l'empêche d'aller aux toilettes, de manger, on contraint toutes les actions qu'elle pourrait faire, tout ce qu'elle aurait envie de faire, tout ce qu'elle pourrait potentiellement faire en tant qu'enfant, c'est contraint en termes d'emploi du temps, en termes d'école, etc. Elle essaye de s'appuyer sur les relations, et on voit bien qu'il y a un petit peu sa sœur qui essaye de l'aider, mais on voit aussi une défaillance relationnelle du côté de sa maman qui elle-même est prise dans quelque chose de très douloureux, qui s'imagine que si elle l'aide, si elle fait quelque chose, elle va perdre la garde des enfants, etc. Donc il y a une défaillance aussi du niveau relationnel, et ce qui l'a fait ultimement finalement commencer à se reconstruire, c'est quand elle se dit ça y est, là je vais mourir, il va vraiment me tuer. Et là, elle décide de faire quelque chose. Et regardez bien la manière dont elle reconstruit son identité, dont elle reconstruit sa sécurité, elle le fait du bas vers le haut du schéma. D'abord, elle sauve son corps parce qu'elle sent bien que sinon elle pourrait potentiellement mourir. Ensuite, elle s'appuie sur une relation sécure, l'infirmière scolaire qui va jouer un rôle de tiers sécure extrêmement fort. Et enfin, elle reprend contact avec ses actions et les met en lien avec ses intentions à elle. Et quand elle retrouve des actions et intentions liées, c'est-à-dire qu'elle va tout faire pour devenir ce qu'elle a envie d'être, alors là, elle se reconstruit et elle atteint des phases beaucoup plus avancées de sa propre résilience et de sa propre reconstruction. C'est un témoignage très éclairant, en tout cas je trouve, sur le fait que le trauma nous attaque du haut vers le bas du schéma et que la construction de la sécurité, la résilience et même la thérapie, pour les gens qui pratiquent la thérapie, se fait du bas vers le haut du schéma. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que même sans que ce soit forcément des psychotraumatismes au sens clinique du terme, il y a un certain nombre de situations dans lesquelles on pourrait dire qu'on est attaqué du haut vers le bas. Je vais prendre un exemple d'un patient qui va avoir une souffrance professionnelle. Il travaille dans une grande entreprise et puis la première chose qu'on commence à faire pour l'embêter un petit peu, le harceler un petit peu, le mettre dans une situation de difficulté, c'est que son chef va lui demander de faire quelque chose de pas tout à fait légal. Et il est gêné par ça parce que ça ne correspond pas à ses valeurs, et en même temps il est dans un conflit de valeurs parce qu'il aimerait garder son travail, il aimerait continuer à pouvoir nourrir sa famille, il ne peut pas se permettre de perdre son boulot et de démissionner, et en même temps ça ne correspond plus tout à fait à ses valeurs. Alors il n'est pas tout à fait content, mais il l'accepte. Une fois qu'il a accepté, qu'il met le doigt dans cet engrenage-là, on lui redemande, et au bout d'un moment, il ne peut plus agir, il se retrouve contraint dans ses actions. Quand il est contraint dans ses actions, il va essayer de demander de l'aide, mais finalement il va s'apercevoir que ses collègues ne peuvent pas faire grand chose pour lui, ils ne peuvent pas s'impliquer, que le supérieur hiérarchique qui lui a demandé ça n'est pas une aide pour lui, et finalement il va avoir des atteintes corporelles, puisqu'au bout d'un moment, dans la souffrance professionnelle et le burn-out, il va avoir des troubles musculo-squelettiques, de psychosomatisation, des difficultés, des maux de ventre, des angoisses, des inquiétudes, des troubles du sommeil. Donc on peut voir aussi, par exemple, c'est un exemple parmi des dizaines d'autres, dans le contexte d'une souffrance au travail, une dégringolade comme ça de cette manière-là. Et parfois, il y a des situations médicales, puisque c'est aussi quelque chose qui peut intéresser les soignants dans le cours de ces vidéos, il y a des situations médicales dans lesquelles on se retrouve dans des situations potentiellement traumatisantes. Le bloc opératoire, pour certaines personnes, est un traumatisme. Le passage aux urgences, l'annonce d'un diagnostic, toutes ces choses-là peuvent être traumatiques, et des fois on est traumatique sans s'en rendre compte, même certains médecins armés des meilleures intentions du monde, mais qui ne sauraient pas exactement comment orienter leur communication, peuvent, avec les meilleures intentions du monde, provoquer des communications qui vont être vécues négativement par le patient. Donc, par exemple, si on a l'annonce d'un diagnostic grave, admettons quelqu'un à qui on annonce un diagnostic de cancer, effectivement, la première chose qui est atteinte, c'est son identité. C'est-à-dire qu'il est atteint dans son identité, il a l'impression que son identité se change, d'un seul coup il devient malade, et il y a tout un tas de choses qui vont changer autour de lui, dans ses capacités, dans son emploi du temps. La deuxième chose, c'est que ses actions vont être contraintes. Il va falloir qu'il prenne un traitement, qu'il vienne régulièrement à l'hôpital, qu'il arrête de travailler pour un temps, etc., etc. Il va chercher appui dans des relations,
Et évidemment, le corps est insécure puisque le corps est menacé. Mais au bloc opératoire, c'est pareil. Je ne suis plus tout à fait dans mon identité d'être humain. J'ai l'impression, en allant au bloc opératoire, d'être un morceau de corps qu'on va opérer. Et donc, je me sens pas tout à fait moi-même. Je suis contraint dans mes actions, puisque je suis allongé sur le brancard alors même que je saurais marcher, mais je dois rester là, habillé d'une certaine manière, à attendre. Au niveau relationnel, c'est pas toujours très sécure, on sait pas trop qui est là, ils se sont peut-être pas tous présentés, ils ont un masque, du coup je vois pas trop qui est derrière, je ne sais pas qui fait quoi dans cette histoire, et bien entendu mon corps se sent en insécurité puisque je me dis c'est une opération, tout peut arriver, est-ce que ça va réussir, est-ce que je vais me réveiller à la fin, etc. etc. Il y a tout un tas de situations qui sont potentiellement traumatogènes dans les situations médicales, mais aussi dans la vie de tous les jours, et vous verrez que ça nous attaque souvent par le haut du schéma. Alors, pour les reconstruire, du coup, pour le rebondir et pour resécuriser quelqu'un, pour éviter un traumatisme ou pour prendre en charge quelqu'un qui vient de vivre un traumatisme récent, aigu. Je ne parle pas du soin du traumatisme chronique et ancien qui nécessite des compétences spécifiques et des techniques spécifiques qui ne peuvent évidemment pas être enseignées dans des vidéos. Même pour prendre en charge un trauma aigu, évidemment, ça ne peut pas être enseigné dans une vidéo. Mais il y a 2-3 choses à savoir qui peuvent être intéressantes, et notamment qu'il faut penser à donner de la sécurité à différents niveaux, plutôt du bas vers le haut. On peut y penser quand on regarde les facteurs de résilience, les choses qui ont aidé les gens. Il y avait eu une étude qui avait été faite pour savoir quels étaient les facteurs qui avaient aidé les personnes psychotraumatisées dans l'accueil au niveau du service des urgences. On avait interrogé les patients pour savoir si ce qui les avait aidés, c'était réduire la durée d'attente, faire attention à la confidentialité, que les différents professionnels sollicités, le médecin légiste, le psychologue, l'urgentiste, etc., soient sollicités plus rapidement, etc., etc. Et il y avait une étude qui avait montré que une des choses qui avait beaucoup marqué les patients, c'était que dans ce service d'urgence, on leur avait donné un café et une couverture. Alors ça peut étonner, mais n'empêche, quand on donne un café et une couverture à quelqu'un, on est en train de le resécuriser, on est en train de lui dire « ça y est, c'est fini, ici tu es protégé, il t'arrivera plus rien ». Le maître mot pour aider quelqu'un à ne pas être traumatisé, c'est dans l'immédiat de retrouver de la sécurité. Rappelez-vous, vous l'avez vu dans la vidéo sur le psychotrauma, avec de la sécurité, avec de l'acceptation, on peut intégrer l'événement et on peut éviter le psychotraumatisme de s'installer. La première chose qu'on va faire pour resécuriser quelqu'un, c'est de s'intéresser à ce qui se passe dans son corps. Ensuite, on va sécuriser l'aspect relationnel en disant qui est qui fait quoi, qui peut faire quoi et qui ne peut pas faire quoi. Et puis ensuite, on va permettre à cette personne de relier des actions à des intentions en lui permettant de faire un choix. Ce qui sécurise les personnes, c'est d'être en capacité de faire des choix et non pas de ne plus pouvoir choisir. Ça, c'est très désécurisant. Donc je reprends les exemples que j'ai donnés. Si je prends l'exemple d'une annonce de diagnostic, et que l'annonce de diagnostic, je la fais de la façon suivante. D'abord en parlant du corps du patient, en lui parlant des symptômes qu'il a ressentis et en lui disant que ces symptômes-là ont une explication. On a une explication, c'est un diagnostic, que les soignants qui vont le soigner, qui vont l'accompagner dans cette prise en charge, sont un tel et un tel, que tel soignant a telle fonction, tel soignant a telle autre fonction, que le service est ouvert de telle à telle heure et qu'il est fermé de telle à telle heure. Ça, c'est de la sécurité relationnelle. Je vous rappelle que la sécurité relationnelle, c'est dire ce qu'on peut faire et aussi dire nos limites. Il est insécurisant d'avoir des relations qui sortent du cadre relationnel dans lequel elles sont destinées. Par exemple, on n'a pas les mêmes relations avec un patron qu'avec un ami, qu'avec un conjoint. Si on sort du cadre, eh bien c'est désécurisant. Donc pouvoir dire ce qu'on fait, ce qu'on ne fera pas, de quelle heure à quelle heure on pourra le faire et de quelle manière précisément on peut être présent. Et enfin, de laisser du choix à la personne quand c'est possible. Même un petit choix, même un choix qui ne paraît pas significatif, il est important de souligner que les personnes font des choix. Tous les petits choix qui peuvent encore subsister doivent être souligné pour la personne. De la même manière, j'ai un collègue infirmier anesthésiste qui essaye de se servir de ce modèle CRE pour sécuriser les patients de façon plus efficace que de simplement leur dire « rassurez-vous ». Par exemple, à l'arrivée au bloc opératoire, il va simplement leur dire « comment est-ce que vous vous sentez ? Est-ce que vous souhaitez que je rajoute un drap sur votre brancard pour que vous ayez moins froid ? Est-ce que le brancard n'est pas trop dur, etc. » Donc s'intéresser à ces besoins du corps. Deuxièmement, la relation, se présenter, dire qui sont les autres. Tiens, regardez, là-bas c'est le médecin, vous ne le reconnaissez pas avec son masque, mais c'est quand même lui. Moi, je m'appelle comme ça, et je serai là quand vous vous réveillerez en salle de réveil. Ou alors,
parce qu'il faut dire aussi les limites des relations. Quand vous vous réveillerez en salle de réveil, moi j'aurai fini mon travail, mais ce sera mon collègue, il s'appelle comme ça, vous le reconnaîtrez, il a des lunettes rouges. Et enfin, laisser du choix à la personne, même si c'est un petit choix, qui ne paraît peut-être pas aux yeux du soignant significatif, mais qui donne un message, et ce message c'est « tu as encore du choix, et tous les choix que tu peux faire et qui te réhumanisent, je pourrais te les laisser ». Tout bêtement, par exemple, de dire aux patients, est-ce que vous préférez attendre sur le dos ou vous pouvez vous mettre sur le côté? Il y a des patients qui n'osent pas bouger, qui se demandent si c'est possible. En laissant un choix au patient, certes, il ne change pas toute la situation, mais je ne crois pas que c'est la demande du patient, mais en lui laissant un choix, quelque part, il y a un message inconscient qui passe qui est « je te laisserai des choix, tous les choix que je peux te laisser pour mettre de l'humanité et de la sécurité dans cette affaire ». Donc si vous êtes avec quelqu'un qui vient de vivre quelque chose de difficile, il est important de s'intéresser à ces niveaux-là, pas juste de le rassurer, de s'intéresser à comment il se sent dans son corps, de lui montrer qu'on est présent en termes relationnels, d'accord, d'être avec lui, de poser une main, de respirer avec lui, de se poser avec lui, et tous les petits choix que l'on peut faire, de les mettre en valeur, de les mettre en avant, même si c'est des choix qui paraissent pas signifiants, mais en fait c'est très important psychologiquement d'avoir pu avoir des petites marges de choix, même dans une zone de non-choix. Souvent je dis que tout bêtement proposer un verre d'eau à quelqu'un contient les 4 niveaux finalement de relation, puisque quand je propose un verre d'eau à quelqu'un, je m'intéresse à sa sécurité corporelle, est-ce qu'il a soif, est-ce qu'il a chaud. Deuxièmement, je fais un acte relationnel, puisque je vais vers lui avec bienveillance. Et enfin, je lui laisse un choix, puisqu'il peut accepter ou refuser le verre d'eau. Alors je sais, certains vont trouver l'exemple un petit peu trivial, mais ceux qui ont suivi depuis le début du raisonnement sur le modèle Cray verront bien que quand je fais cela, il y a le message que je donne avec mes mots, le message digital, mais il y a aussi le message analogique, le message inconscient, le message non verbal qui passe, et ce message c'est celui d'une présence bienveillante et sécurisante qui agit sur ces 4 niveaux pertinents en termes de relations, en termes de corps, en termes d'action, en termes d'intention, et qui amène de la sécurité. Alors voilà, c'était une vision résumée, rapide, peut-être un peu trop rapide, mais qui vous donne les grandes lignes du raisonnement sur l'évaluation et la constitution d'un psychotraumatisme à partir du modèle Cray et la sécurisation lors d'un traumatisme aigu du bas vers le haut du schéma. Évidemment, on ne peut pas entrer dans toutes les applications cliniques, on ne peut pas entrer dans tous les détails techniques au sein d'une vidéo. Vraiment, là, ce serait un peu comme si...